Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs du magazine Kiosque, ainsi que les auditeurs du magazine Kiosque à travers la radio Liberté Kinshasa, la 96.8 FM. Merci de nous suivre à travers ce nouveau numéro de votre magazine Kiosque de ce vendredi. Alors avec nos invités ce matin, Serge Ntseka, Arnaud Bomola et Philippe Kazadi, nous allons nous atteler sur deux sujets. C'est tout d'abord le dépôt d'une proposition de loi organique relative au référendum. Un député national, Tony Mwabas, il faut le citer, a déposé une proposition de loi organique relative au référendum. Mais des réactions fusent de partout. Beaucoup voient dans ces dépôts la consacration de la balkanisation. On veut toucher l'article 220 de la Constitution. Et bien, beaucoup de réactions. Nous allons analyser ce sujet avec nos invités. La proposition de dépôt de cette proposition de loi organique relative au référendum intervient alors qu'il y a encore ce débat autour du changement ou pas de la Constitution. Nous allons en parler avec nos invités. Un autre sujet d'actualité qui sera débattu ce matin, c'est Kinshasa et Kigali qui sont accordés sur de mesures concrètes de désescalade de la violence et au respect de l'accord de paix de Washington. Le Rwanda promet le désengagement progressif de ses troupes en République démocratique du Congo, tandis que la République démocratique du Congo promet à son tour de neutraliser les FDLR. C'est donc un communiqué du département d'État américain publié le 18 mars qui l'est dit. Nous allons également parler de ce sujet avec nos invités. Merci de nous rester fidèles. Serge Ntseka, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour Arnaud, parce que vous l'avez déjà présenté. Bonjour aux fidèles téléspectateurs, heureux d'être là ce matin. Je dirais que je peux, comme Kinois, comme Congolais, comme Kinois, je peux être l'homme le plus heureux, parce que, comme je l'avais dit ici dans une des émissions, que Kinshasa... Voilà. Bonjour Madame Gisèle, bonjour Arnold, parce que vous l'avez présenté. Je pourrais dire que je suis aujourd'hui l'homme le plus heureux des Kinois, parce que, comme vous le savez, je l'avais dit dans une des dernières émissions, que une usine de traitement d'eau devrait être inaugurée. Ça a été inauguré par les chefs de l'État, mais deux autres modules qui se sont ajoutés aujourd'hui. C'est-à-dire, si on prend l'usine d'Njili, son équivalent a été inauguré à Lausanne, après Kanchachi, 330 000 mètres cubes par jour. C'est-à-dire, pour faire simple, l'eau partira de Lausanne et arrivera jusqu'à Mitindi. L'eau pourra arriver jusqu'à l'université de Kinshasa, aller à la rencontre des Yolo, Lemba, en passant par Kasavubu, Makala, Selemba ou un peu partout. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est-à-dire que c'est un projet réalisé avec le Fonds de la Banque mondiale en collaboration avec le gouvernement congolais, mais c'est un projet de la République. Un projet qui n'a connu ni retard dans son exécution, ni détournement qui est devenu le maître mot de tout le projet ici. Et le rapport entre décaissement et réalisation met tous les experts d'accord. Mais ce qui nous concerne, nous comme Congolais, nous comme Kinois, on a la possibilité d'avoir de l'eau. C'est-à-dire 6 millions de personnes supplémentaires, presque un tiers de la population kinoise, pourra avoir l'accès à l'eau. De ce quoi-là? J'ai dit à l'ouest, mais avec un pacte. Parce que si on fait une connexion avec le centre, avec l'eau qui vient de l'usine de Njili, sans parler de Lembaïmbou et de la Lukaya qui a des problèmes, on pourra vraiment réduire de manière drastique le déficit en eau. C'est-à-dire, le Congolais, s'ils se mettent d'accord, les Congolais, s'ils le veulent, ils peuvent faire des choses selon la règle d'art. Là, vraiment, c'est quelque chose que je voulais souligner. Pour une fois, on n'est pas là pour critiquer. Qui était là, Molène de Sakombi, au nom du chef de l'État, ministre
ressources hydrauliques et électricité. Donc, le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui était fier de réceptionner, qui a même bu de l'eau du robinet pour démontrer que l'eau du robinet est propre. Le DG de la Régie des eaux, le coordonnateur de la CEPO, qui a réalisé, la structure qui a réalisé le projet, le responsable de Kini Elenda, l'ingénieur Billy Chibambe et la vice-ministre de Finances. C'est-à-dire qu'à un certain moment, au moment où les politiques sont en train de se... Et ce qui me choque dans cette affaire-là, je n'ai entendu aucun état-major, ni communicateur, ni propagandiste, ni leader des partis politiques, même de la majorité comme de l'opposition, saluer cela. Parce que l'eau, ça ne prend pas de configuration. Hein. Que vous soyez de l'opposition, du pouvoir, vous prenez la même eau, avec la même usine. à lobby s'il faut dire des choses contre les gens, mais là, le projet a commencé, excusez-moi d'insister, en 2019 avec la pose de la première pierre par le président de la République. Le premier module a été inauguré en 2023 et en 2026, on a 330 000 mètres cubes par jour. Alors, pour terminer aussi sur l'autre côté... Sinon, par rapport à ça, c'est quelque chose à saluer, parce que, comme vous le venez de le dire, moi j'apprends ça de vous. Hein. Ben parce que j'ai fait le reportage. On n'a pas fait grand bruit. Mais non, ce qui étonne, oui, quand il y a quelque chose de substantiel, quelque chose d'important, quelque chose de fédérateur, on n'en parle pas, même nous les médias. Et nous sommes là pour dire que vous regardez la politique, mais nous regardons les développements. Nous regardons le bien-être de la population. Et sur ce terrain-là, il n'y a pas de débat. Parce qu'il n'y a pas intérêt. On vous donne presque 200-300 millions pour exécuter un projet, mais il n'y a pas de détournement. Ce n'est pas intéressant pour le Congolais. Si on veut lire les habitudes des gens, il faudrait que la moitié de cet argent-là rentre dans les poches des gens. Et là, on aurait des journalistes ici pour venir défendre. Celui-là, Gisèle, a bien géré. C'est l'homme de l'homme. Mais là où les gens ont travaillé en silence, en acceptant de vivre de leur salaire, personne n'en parle. Mais c'est dangereux. C'est quelle morale que nous avons? Nous rentrons dans quelle société? Dans quelle moralité? Les gens qui travaillent proprement, on ne connaît même pas le nom de ceux qui ont travaillé là-dedans. J'en ai cité certains ici. Personne ne connaît Nestor Mandoukou, ingénieur responsable de la CEPO, qui a conduit cette affaire-là. Personne ne le connaît. Mais là où les lampadaires, là où le forage, les écoles n'ont pas exécuté, on connaît tous les noms de ces gens-là et ils sont amis de la presse. On doit changer notre fusil d'épaule. Pour terminer rapidement, oui, en ce qui concerne l'électricité, la SNEL a doté ses différents services de 30 pick-up et des 2 bus Tata pour beaucoup plus d'efficacité. La grande difficulté qu'on a aujourd'hui, surtout ici à la Gombe, il y a des entreprises chinoises et indiennes et libanaises qui travaillent dans les infrastructures, ils cassent des fédères, c'est ce qu'on appelle des fédères. Un fédère peut alimenter 150 cabines, et quand on casse des fédères comme ça, c'est normal qu'on puisse manquer du courant ici. C'est pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce qu'il n'y a pas de coordination des gens qui travaillent sur la route, n'interroge pas le responsable de la ville, n'interroge pas le responsable de l'urbanisme. On a ce genre de dégâts. J'espère qu'avec ces charrois, la SNEL pourra élever son efficacité et mieux servir la population. Voilà. On espère. Merci Serge Ntika. Harold Bomola. Bombolo. Bombolo. Ouais. Bonjour. Bonjour Madame Gisèle, merci pour votre invitation. Laissez-moi saluer mon grand frère. Mon frère Serge, parce que lorsque nous fûmes étudiants, on les suivait trop dans son émission Les Quinois. Rendez-vous des Quinois. Rendez-vous des Quinois, voilà, Rendez-vous des Quinois. C'est vraiment un réel plaisir de partager les plateaux avec lui aujourd'hui. Merci, c'est partagé. Par rapport... je peux directement... Oui, si, allez-y. J'ai su le référendum, ou comment? Non, là j'annonce d'abord. Ok. Je vais venir réagir par rapport à ce qu'a dit Serge. Là, il n'y a pas une réaction parce que je viens de l'apprendre tout à l'heure là. Je ne peux pas commenter sur ce que je n'ai pas vu et ce que je n'ai pas la maîtrise. Donc, du fait pour lui de confirmer, de le dire, parce qu'étant journaliste, il a fait des investigations là-dessus et au jour d'aujourd'hui, il vient de former les Congolais. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que de telles réalisations, l'Union sacrée ne fait pas un effort de vulgariser. Mais lorsqu'il faut aller dans des bêtises, dans des futilités, là, l'Union sacrée largue des communicateurs pour enfin communiquer sur ça.
comme cette action ici. C'est une action louable parce que tout le monde a besoin de l'eau, tout le monde a besoin d'électricité. Moi, je suis à Mongafula, l'eau est tellement rare. Vous pouvez faire un mois sans l'eau. Mais si au jour d'aujourd'hui, à travers cette usine-là qu'on vient de fabriquer, que Mongafula est raccordé, donc je serai servi. Ça sera une satisfaction pour la population de Mongafula. Mais cette action-là, l'Union sacrée elle-même ne fait pas un effort de la vulgariser. Alors nous qui sommes de l'opposition, on ne sait même pas comment nous allons vulgariser et comment nous allons même commenter là-dessus. Donc vous allez voir que la faute incombe plus à l'Union sacrée. L'Union sacrée doit organiser sa communication. Si la communication est organisée, si les communicateurs sont formés, sont encadrés, certaines actions du chef de l'État vont être vulgarisées et la population va être au courant de tout ce que le chef de l'État est en train de faire. Voilà. Merci Harold. Alors je reste avec vous avec ce premier sujet du dépôt d'une proposition de loi organique relative au référendum. C'est signé Tony Mwaba. Il est ancien ministre de l'EPST. Il y a un moment, il avait aussi des petits soucis, hein, poursuivis, des histoires pareilles. Aujourd'hui, il est là debout, vent debout avec la proposition de loi organique relative au référendum. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame Gisèle, sur ce sujet, je suis le plus heureux d'en débattre parce que c'est une question qui touche non seulement aux droits constitutionnels, mais également aux droits et libertés fondamentaux. Lorsque Tony Mwaba a proposé sa proposition, mais cette proposition n'est pas constitutionnelle, contrairement à ce que lui pense. Lorsque j'ai lu rien que sa lettre de transmission, Tony Mwaba fait allusion, je crois, à l'article 5 de la Constitution de notre pays. Or, l'article 5 de la Constitution de notre pays, ou notre Constitution, n'a pas organisé les référendums. La Constitution actuelle a institué les référendums au même titre que les élections. C'est-à-dire, soyez un peu clair, hein, n'a pas organisé, a institué... Non, n'a pas organisé les référendums. C'est que lorsqu'une constitution organise les référendums, elle-même, la constitution, donne les matières, les moments, ainsi que les circonstances du référendum. Là, c'est pas donné. Tandis que notre constitution n'a pas organisé les référendums, contrairement à la constitution française, qui a organisé les référendums. En France, les référendums sont organisés en 4 périodes. La première période, lorsque vous voulez faire le référendum, c'est qu'il faut se conformer aux prescrits de leur constitution. Voilà pourquoi on parle du référendum législatif. Lorsque vous voulez faire des réformes et des textes constitutionnels. Donc vous allez faire un référendum législatif. Et lorsque vous venez vers le peuple sur des réformes législatives, donc il faut préciser la matière ou les matières pouvant faire l'objet du référendum. Contrairement avec nous, Tony Mwaba va proposer, sans pour autant dire clairement, le référendum va porter sur quelle matière constitutionnelle. Mais ce n'est qu'une proposition de loi. Non, c'est un droit d'un député de proposer. Non, c'est de l'entorse. C'est de l'entorse. Pourquoi? Parce que ça vient déjà les principes sacro-saints. Vous ne pouvez même pas proposer. Non, ici je ne parle même pas, il ne pouvait pas proposer. Ici je dis, et j'insiste que le référendum n'est pas organisé. Maintenant, lorsqu'ils veulent faire le référendum, ils veulent quoi? S'il faut rester dans le débat actuel, donc le chef de l'État ou l'Union sacrée parle plus du changement de la Constitution. Donc Tony Mwaba veut nous amener vers le changement de la Constitution. En organisant les référendums. En organisant les référendums. Voilà pourquoi ici j'ai dit, d'autant plus que les référendums, disons la Constitution elle-même, n'a pas prévu les types de référendums pouvant nous amener vers le changement de la Constitution, cela constitue un coup d'État constitutionnel. Parce que la Constitution ne prévoit pas le mécanisme de son changement. Seule la révision qui est prévue. Et lorsque vous lisez les articles 218 et 219 de la Constitution, vous allez vous rendre compte que la révision constitutionnelle est considérée comme étant les réformes ou une réforme constitutionnelle.
Et les articles là que je viens de citer, 218 et 219, organisent même, disons, la révision. Et là, si vous partez à l'article 219, est clair là-dessus. Si vous voulez une révision définitive, il faut consulter le peuple. Si vous voulez une révision partielle, il ne faut pas consulter le peuple. Mais ici, Tony Mwaba nous amène dans un débat de fous. C'est-à-dire qu'un débat qui ne cadre pas, un débat qui a ni tête ni la queue. Pourquoi? Parce que lui-même arrive avec une proposition, ça pour préciser les matières. Donc, ici... Il fallait qu'il dise quoi en clair? Par exemple, non, référendum sur la Constitution. Parce que ça porte sur une matière. Voilà, ça porte une matière. Soit sur la délocalisation de la ville. Il n'a rien dit. Non, il n'a rien dit. Rien que dans sa lettre de transmission. Donc vous allez vous rendre compte que... Donc il a seulement bombardé un sujet. Non, il a bombardé un sujet sans... C'est un ballon d'essai. Non, ce n'est même pas un ballon d'essai. En fait, Tony Mwaba, c'est un civiliste. J'aurais bien voulu que ce débat ou cette proposition soit portée par un constitutionnaliste. Du fait que Tony Mwaba, c'est un civiliste, il n'a pas la maîtrise sur les normes constitutionnelles. Parce que les normes constitutionnelles sont au-delà de la Constitution. Les normes constitutionnelles sont considérées comme étant un régime constitutionnel. Maintenant, comment vous voulez changer tout un régime constitutionnel dont le pays n'aura plus une quelconque loi, le pays n'aura plus un acte administratif, parce que toutes les lois que nous avions sont issues de la Constitution. Mais vous venez tout à l'heure de dire, M. Arnold, qu'il a proposé une loi sur les référendums sans pour autant dire... Préciser la matière. Mais comment vous voyez déjà que ces référendums, c'est pour changer la Constitution? Non, mais... Vous ne savez pas la matière. Non, mais ce n'est pas un secret de polichinelle. Ce n'est pas un secret de polichinelle. L'Union sacrée en parle. L'Union sacrée en parle. Même le chef de l'État lui-même avait dit qu'il peut m'empêcher, moi, président de la République, de changer la Constitution. Non, en fait, du fait de ne pas préciser, ça constitue une fraude constitutionnelle. En fait, ici, Tony Mwaba ne veut pas dire exactement au peuple congolais que l'UDPS veut changer la Constitution. Donc c'est l'idée de l'UPF qu'il porte. C'est l'idée de l'UDPS, c'est l'idée du chef de l'État que Tony Mwaba porte. Parce que le chef de l'État nous a déjà dit qu'il a l'intention de changer la Constitution. Là, il n'y a pas match. Mais ce que je reproche à l'Union sacrée, on ne peut pas donner une telle matière à un civiliste. Il aurait fallu donner cette matière à un constitutionnaliste. Voilà. Merci, Harold. Alors, Serge Ntika, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de l'organisme sur les référendums? On sait qu'un député, c'est dans ses droits de faire des propositions, mais les gens voient déjà derrière cette proposition les changements de la Constitution, où on veut dévorer les articles verrouillés. Qu'est-ce que vous en pensez? Plusieurs grilles de lecture par rapport à cet acte de l'honorable Tony Mwaba, ministre honoraire de l'enseignement. Les gens, ils voient directement à la fin, donc la démarche de Tony Mwaba viserait les changements de la Constitution pour que le régime en place puisse se pérenniser selon les dires, parce qu'en politique, il y a des déclarations populistes et que le cadre et les militants peuvent faire dans le sens de leur marketing politique, et il y a ce qui se fait au regard de la loi, de manière légale. Tony Mwaba a pris l'initiative de proposer une loi pour organiser le référendum. Arnaud venait de dire tout à l'heure que ce n'est pas clairement défini. L'article 5 prévoit les modalités de révision constitutionnelle. Mais pour aller jusqu'au référendum, le référendum signifie quoi? Questionner la population sur la possibilité ou non de changer la Constitution. En 2005, on en a eu ici. On a interrogé le peuple, bien que beaucoup de gens n'aient pas été d'accord à l'époque, y compris du DPS, qui n'était pas... moi, je parle par rapport à l'histoire, hein, c'est pas politique. Il n'avait pas participé, l'IDPS n'a pas participé et n'a pas porté ce projet-là. Mais à la fin, comme la majorité du peuple s'était exprimée, et la Constitution-là a pris corps, et puis c'est elle qui nous régit aujourd'hui. Je vais d'abord plus loin, je fais un saut. Que l'UDPS pense changer la Constitution, moi je pense que ça resterait logique
par rapport à leur démarche datant, parce qu'en 2005-2006, ils n'étaient pas d'accord. Qu'ils reviennent à leurs anciens sentiments, c'est à eux de construire un discours logique pour exprimer que nous, vu telle situation, nous pensons que cette constitution ne nous convient pas. Déjà en telle année, on l'avait vu de cette façon-là. À mon avis, c'est ce qui manque. Revenons. C'est-à-dire qu'en 2005, l'UDPS a refusé qu'on puisse d'aller au référendum. Oui, mais il avait même interdit à ses militants de s'enrôler. On était ici, nous, on était à Raga TV, on a couvert tout ça. On était ici, ça c'est de l'histoire récente. Donc, qu'aujourd'hui, l'UDPS pense qu'il faille changer des constitutions parce qu'ils ne nous le rendent pas, et c'est de leur droit. Qu'est-ce qui a changé? Changer quoi? Contexte, c'est-à-dire qu'ils ont refusé en 2005, aujourd'hui en 2005. Mais il faut questionner justement. Peut-être Philippe qui arrive, excusez-moi de le présenter à votre lieu, vous l'avez déjà présenté heureusement, et pourra nous répondre. Et là, il faut questionner le secrétaire général, je ne sais pas, Moukoko, le professeur Mbata, qui est un spécialiste en la matière. Mais je pense qu'il y a une démarche juridique à observer et aussi une démarche politique à constater. Parce que la politique a beaucoup plus d'influence, même sur le cadre légal, le cadre juridique. Aujourd'hui, Tony Mwaba voudrait qu'on puisse mettre en place une procédure pour permettre l'organisation des référendums. Les gens, ils voient déjà l'organisation, le changement de la Constitution. On n'y est pas encore. Cette matière n'est pas portée dans sa démarche parce qu'on est au niveau de l'organisation. Donner la possibilité d'accéder au référendum. Le référendum ne porte pas seulement sur la Constitution. Alors pourquoi ça peut porter sur plusieurs mains. Pourquoi les gens ont peur? Les gens ont peur parce qu'on se connaît. Ici, on se connaît, on s'imagine des choses. Nous sommes dans une culture de présomption. Comme vous avez porté ces boucles d'oreilles là, c'est-à-dire que vous avez telle idée en tête. Je présume et je prends mes présomptions comme une vérité. On ne peut pas avancer si on ne se fait pas un minimum de confiance. Qu'un député national puisse prendre l'initiative de loi, mais c'est ce qu'on leur demande. Et cette initiative-là doit être débattue en notre cellule de l'opposition. Que l'opposition apporte des arguments. Allez-y lire, les amis. Arrêtez de nous présenter ces spectacles de Matalana autour de mots qui n'ont pas de sens. Allez-y lire et préparer des arguments contraires. Il y aura certainement la réalité de la majorité, mais au moins l'opposition pourra se construire un discours crédible et qui pourra lui profiter demain. C'est-à-dire, à ce niveau, ne perdons pas tellement de temps. Tony Mwaba a pris l'initiative de proposer, en tant que député, combien de députés sur les 500 qui sont là ont apporté des initiatives de loi? Combien? Si on peut comptabiliser, il y en a combien pour cette législature? De loi, oui. Mais est-ce que c'est une priorité? Est-ce que ça répond aux attentes du peuple? Parce que vous dites combien de députés ont proposé de lois. Mais est-ce que, par rapport à la situation de la population, les attentes du peuple, cette initiative répond-elle à cela? Je reste dans un cadre purement logique. Je me dis, un député prend l'initiative de présenter un projet de loi portant sur l'organisation de référendum en République démocratique du Congo. J'ai dit que c'est de son droit, de bonne guerre. Que la matière heurte certains ou réveille de vieux démons, ou que les gens commencent au gré des intérêts penser déjà à la balkanisation, je pense que c'est un peu aller vite en besogne. Nous devons interroger Tony Mwaba, il est notre élu, nous de Lukunga, qui nous explique, et invitez une fois Tony Mwaba ici, qui vient éclaircir, vous êtes journaliste madame, pourquoi nos autorités devraient toujours être interviewées par des journalistes étrangers? Quand Foucault vient ici, excusez-moi de citer les noms, la Belge là vient ici, et elle a accès à tous les salons. Pourquoi madame Gisèle n'interrogerait pas l'honorable Mwaba? Comme ça, on arrête avec les suspicions. Nous sommes tous Congolais, on se connaît. On a l'avantage, il y a aussi une interview même dans Noramboka. Alors, pourquoi on ne le ferait pas, au lieu de rester dans des supputations, essayer d'allumer la population qui peut comprendre les choses d'une certaine façon, préparer un chaos qui ne profiterait à personne demain? C'est une démarche, je pense, légale,
qui est entreprise par un député, mais c'est à lui maintenant de dévoiler les fonds de sa pensée. Sinon, on ne donnerait pas tort à ceux qui penseraient qu'il y a une idée derrière la tête et il y a une démarche qui cacherait toutes ces tentatives-là. Je pense que si on est de bonne foi, que ce soit du côté de l'opposition ou du pouvoir, qu'on puisse éclaircir nos visées. Et aussi, rester dans la présomption, c'est aussi criminel, quoi. Autant que les gens qui cachent leurs intentions, on doit arrêter d'avoir des présomptions sur le propos, les démarches et des gens. Je pense que pour notre situation aujourd'hui, on devait s'élever un peu, aller un peu plus loin. Voilà, merci Serge. Philippe Kazadi, bonjour. Bonjour madame. Vous entrez directement dans le sujet. Serge parle de substitution, il faut lever cela hein, en précisant clairement les contours même de cette proposition de loi organique. Mais est-ce que ces substitutions, c'est pas aussi parce qu'on a vu ces derniers temps l'Union sacrée s'élever, comme Willy Bakonga qui dit qu'il doit encore être là, on parlait des débats autour de la révision de la Constitution, et bien quand il y a une proposition de la sorte, on voit déjà une idée cachée derrière ça. Ouais, merci beaucoup pour la parole. Je salue mon aîné Serge et mon co-débatteur à ma gauche. Il faut dire que ce ne sont pas que des suspicions, parce que tout se tient. Il est important il est essentiel que notre pays puisse se doter d'une loi référendaire. Parce qu'il y a des dispositions qui consacrent effectivement les recours au référendum, comme mode de décision. À ce qui concerne notamment la cession d'une partie des notaires et plusieurs autres questions. Alors, que l'on propose cette loi référendaire juste au moment où il y a ces débats sur le changement de la Constitution, je crois que tout le monde peut comprendre directement que l'intention est justement de baliser les chemins à cette initiative politique, parce que elle buterait à l'obstacle de l'absence de loi, de cadre légal pour mener justement les référendums. Bon, maintenant, quant à ce qui concerne le contenu même de la proposition, il doit être dévoilé par l'initiateur pour que le débat puisse être un peu plus profond, plus cohérent. Mais déjà, on ne peut pas refuser d'avoir une loi référendaire, parce que le référendum n'est pas que par rapport à la Constitution. Et il peut toucher plusieurs autres sujets, des sujets prévus par la Constitution. Donc, d'un côté, on peut dire que oui, on doit avoir une loi référendaire. De l'autre, on comprend tous bien que c'est une proposition qui vient justement accompagner une initiative politique qui est en vogue pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il est de l'Union sacrée, il est de l'UDPS. Il est de l'UDPS, il est de l'Union sacrée, et on voit aujourd'hui ce qui tombe sur Bachi Lukwebo, parce qu'il n'a pas soutenu l'initiative du changement de la Constitution, disant que le Congo n'a pas un problème de texte, mais plutôt un problème d'homme, et que tout ce qui arrive à Bachi aujourd'hui, en tout cas, que dans ces contextes, on propose cette loi, il faut être né de la dernière pluie pour ne pas comprendre que c'est une initiative qui vient justement accompagner une autre, qui est déjà en vogue. Donc, je vois ici l'initiative du changement de la Constitution. Même sur la question du changement de la Constitution, madame, nous croyons, je pense que la classe politique doit désormais apprendre le peuple au sérieux. Il faut prendre le peuple au sérieux, il ne faut pas croire que les gens sont dupes et que le peuple ne sait pas comprendre qu'est-ce qui se cacherait derrière une initiative quelconque. Aujourd'hui, si vous prenez tous les tenants du changement de la Constitution, les arguments qu'ils avancent, vous vous rendrez évidemment compte qu'il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux et que ces changements viseraient un seul objectif, c'est de sauter les verrous de 220. Parce que si on parle de la révision de la Constitution, on ne toucherait pas, dans les cadres légaux existants, on ne toucherait pas l'article 220. Mais quand on part au changement, donc on renverse la table et on refait tout à zéro. Alors, lorsqu'on va tout remettre à zéro, donc y compris l'article 220. Alors, il faut connaître un peu le sens de l'histoire pour se rappeler que
au regard de ce qu'on attend, hein, non, le président ne peut pas défaire le Premier ministre, enfin, comment on dit, révoquer le Premier ministre, le président ne peut pas révoquer le ministre, non. Mais ça s'appuie sur ça. Non, on doit avoir les leçons de l'histoire pour se rappeler que dans ce pays, nous avions déjà un président de la République qui était tout à la fois et qui décidait sur tout. Et on sait où est-ce qu'il a conduit le pays. Les pouvoirs corrompent. Tout excès de pouvoir amène toujours à des déviations. C'est qui ce président? Mobutu. Non, là c'était quoi? C'est différent, c'était la dictature. Non, mais la dictature peut être dans les textes, madame. Président élu. Une dictature peut être dans les textes. Si moi, à lire la Constitution, je trouve l'équilibre dans l'exercice de pouvoir, et je trouve que dans ce pays, il n'y a pas une personne qui puisse décider sur tout. Et ça, c'est très bien. Parce que dans une république, comme nous sommes une république, les Congo est un bien commun à nous tous. À nous tous. Vous savez que le président peut nommer, révoquer les magistrats, les hauts magistrats. Mais ce sont les hauts magistrats qui peuvent les déférer devant la justice, peuvent même l'attendre. Alors vous voulez avoir maintenant quelqu'un qui peut décider sur tout et que les autres ne peuvent rien contre lui. C'est quoi ça? Ça, c'est une forme de dictature. Parce que pour moi, l'élément essentiel de la dictature, c'est la pensée unique. Donc on veut que désormais, ce qu'une seule personne pense s'impose à nous tous. Mais qu'on ne se trompe pas. Parce que personne n'a le destin de qui que ce soit entre ses mains. Ok? Hier, on a vu des professeurs, Kabila Totoni on a mouté, on a vu des professeurs, Tokongu Wapona Kabila, on a vu des professeurs nous sortir des articles, enfin des livres, et contredits par d'autres professeurs qui étaient dans l'opposition. Ils croyaient que Kabila pouvait rester éternellement, mais Kabila aujourd'hui est parti. Je touche du bois, madame. Mais si après la révision constitutionnelle et que Félix Tshisekedi s'en aille, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on dira par après? C'est pourquoi je dis que nous devons avoir les leçons de l'histoire. Nous devons avoir les leçons de responsabilité. On ne peut pas, au rang des ministres en fonction, dire par exemple que si le président Félix n'est plus là, qui d'autre? Comme lui-même, même ministre là, de son État, il ne peut pas devenir président de la République. C'est une insulte à l'intelligentsia de notre pays. C'est une insulte. Moi, je vois bien mon aîné Serge peut être bien président de la République et faire mieux que tous ceux qui sont passés là-bas, parce que la plupart n'ont pas même son niveau. Ok? Donc aujourd'hui, on ne peut pas cracher sur toute la formation universitaire que les gens reçoivent dans ces pays, toute l'expérience professionnelle qu'on acquiert dans ces pays, parce que quelqu'un est devenu président de la République et qu'on pense qu'il n'y a que lui qui peut exercer cette fonction. Parce que déjà avant lui, il y avait d'autres. Et même à l'époque de Kabila, on attendait les gens tenir ce genre de discours. Non, ce Kabila a longé le lot, qui d'autre? Aujourd'hui, on a fait Tshisekedi. Donc la roue va continuer à tourner. J'ai vu depuis hier un visuel qui tourne en boucle sur la toile. On dit la nouvelle constitution consacrera 1. L'interdiction du brassage et du mixage au sein des FARDC. Voilà, tout le monde rigole ici. Hein. 2. Le retour à l'élection présidentielle à 2 tours. Est-ce que pour ça, il faut changer toute une constitution qui va nous conduire au référendum et qui est une élection et qui demandera pas moins d'$1 milliard pour tenir ce référendum? Dans ces pays où les fonctionnaires ne sont pas payés régulièrement, on va épargner de l'argent juste pour faire une élection sur un texte. Mais on a beaucoup d'argent qui est détourné, des millions. 2. 3. L'élection de gouverneurs des provinces au suffrage universel direct. Je rappelle que toutes ces matières peuvent pousser à la révision de la Constitution et non au changement. 4. L'interdiction à un citoyen de se présenter candidat à plusieurs élections. Christian Boutoundou en a fait la proposition, mais c'est la majorité de l'Assemblée nationale qui avait refusé cette proposition avant les élections 2023. L'indépendance effective du pouvoir judiciaire. Donc on dit voilà, est-ce que la Constitution actuelle consacre la dépendance du pouvoir judiciaire? C'est dans les faits qu'on le vit, mais ce n'est pas dans les textes. Quels que soient les textes que vous allez mettre en place, si les hommes ne sont pas animés de la volonté de respecter les textes, ça ne sert à rien. Et là, je rejoins effectivement avec le Kwebo qui dit qu'on a plus un problème d'hommes que les textes. La séparation réelle des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Voilà encore. N'importe quoi. Cette constitution consacre bien cela. Mais appliquée. C'est l'application qui pose problème.
La lutte renforcée contre la corruption et l'impunité dans la gestion publique. Quel article va-t-on mettre dans la Constitution pour lutter contre la corruption? Ou quel est l'article de la Constitution actuelle qui encourage la corruption et les détournements? La décentralisation effective et le renforcement de l'autonomie des provinces. Ça encore. Pourquoi il n'y a pas la quête de péréquation? Pourquoi il n'y a pas la retenue à la source? Parce que c'est ça la pensée de la Constitution actuelle pour rendre les provinces efficaces. Ce n'est pas la Constitution qui est appliquée. Ce qui s'est fait aujourd'hui contre les provinces, ce n'est pas de la Constitution, c'est autre chose. La Constitution parle de la retenue à la source et la mise en place de la caisse de péréquation pour équilibrer le développement. Mais là, où va l'argent? Pourquoi cette caisse ne fonctionne pas? La garantie de droits et libertés fondamentaux des citoyens. Comme si, dans la Constitution actuelle, la liberté, nous parlons là, nous sommes tout à fait libres. À chaque fois que l'opposition veut manifester ici, elle fait quoi? Elle s'exprime librement. Et la majorité au pouvoir dit que l'opposition est libre de s'exprimer. Et les Congolais sont aussi libres, chacun dans son groupe. Même dans les bus, on attend les gens aborder des questions politiques. Ça ne gêne personne. Mais il y a les arrestations. Donc, oui, mais les arrestations, ce ne sont pas les faits. Les arrestations ne sont pas les faits de la Constitution. C'est le fait des gens qui ne veulent pas appliquer la loi qui existe, la loi qui est en vigueur. Donc c'est un problème d'homme. L'histoire de comment on appelle ça? Conseil national de la cyberdéfense. C'est n'importe quoi. Est-ce que ça répond à quelle loi de la Constitution? Ou à quel article de la Constitution? Est-ce que c'est la Constitution qui a poussé la création de cette agence? 9. La garantie des droits... Non, ça c'est déjà passé. La transparence et la crédibilité des processus électoraux. Quelle est cette loi aujourd'hui qui rend le processus électoral opaque? Quelle est cette loi? J'ai déjà entendu même une vidéo du président de la République où il se plaint sur les temps, la durée entre la proclamation des résultats et la proclamation définitive, hein, après les contentieux et tout ça. Mais c'est tout ça vraiment dans la Constitution. On attend les gens dire non, les salaires du président ne connaît pas, les salaires des députés ne connaît pas, on va mettre dans la Constitution. Dans quel pays au monde on a déjà inscrit les salaires des gens dans la Constitution? Dans quel pays? Et surtout pas dans un pays comme le nôtre où nous avons une économie dollarisée et que la monnaie tourne, comment on dit, bouge à tout moment par rapport au dollar américain. La professionnalisation, ça c'est le 11e point, la professionnalisation et la neutralité politique des forces de défense et de sécurité. On voit des militaires porter l'effigie du chef de l'État. Il y en a un qui est aux arrêts aujourd'hui. Est-ce que ça c'est le fait de la Constitution? Est-ce que c'est le fait d'une loi organique? Non. Pourquoi ces militaires, ces généraux-là, qui est aujourd'hui aux arrêts, qui portaient l'effigie du chef de l'État, n'a-t-il pas été interpellé? Même pas une seule fois. Parce que la loi ne l'autorise pas. Les forces armées sont apolitiques. À partir du moment où un général se permet de porter l'effigie du chef de l'État, un général du haut d'une chaire de l'Église, parler politique, à censé un acteur politique, il devrait être interpellé. Mais est-ce que ça, c'est la loi qui interdit cette interpellation? Non. Parce que même les magistrats, les juges, ils savent que si vous osez mettre la main sur cette personne, au regard de la loi, mais demain, c'est la politique qui va peser sur vous. Le tout dernier point, 12e point, donc, l'égalité de tous devant la loi, sans discrimination. Voilà. L'égalité de tous. Alors, vous comprenez que les discours, le narratif sur le changement de la Constitution est tout sauf rationnel. Ça ne peut convaincre personne. Moi, ce que je demanderais au professeur Mbata, c'est d'organiser la communication autour de cette question du changement de la Constitution, parce que tel que les arguments sont avancés aujourd'hui, ça joue à leur défaveur. Organiser la communication signifie quoi? Signifie mettre en place une équipe des personnes qui peuvent parler de la Constitution. On a déjà entendu quelqu'un de la majorité dire que non, l'article qui parle de la protection des groupes vulnérables signifie qu'il faut protéger les gens comme le M23. Voilà. Il se rappellera facilement. Parce que maintenant, tout le monde, il se lève chez lui, il prend la Constitution, il fait avec son mauvais français. Oh non, il fait une mauvaise interprétation, il veut la télé. Il dit non, on doit changer la Constitution. Mais il faut mettre en place une équipe de gens qui peuvent parler de la Constitution et organiser les éléments de langage sur des articles, sur les faiblesses de cette Constitution. Effectivement, la Constitution a des faiblesses. On peut le réviser,
Mais quant à conduire au changement, vu même les dépenses, 1 milliard de dollars, pas plus, pas moins. 1 milliard de dollars, enfin je dis pas moins, mais plus c'est possible. 1 milliard de dollars pour seulement un référendum sur les textes, on comprend alors que tout, on veut tout sauf ce qu'on nous présente. Pour finir, madame, je me pose toujours la question. Pourquoi c'est seulement au second mandat que surgit la question sur les changements de la Constitution? Pourquoi seulement au second mandat du président de la République? Et vous donnez quelle réponse à cette question? Joseph Kabila, avec le professeur Bouchab en tête, ont tenté cette initiative au second mandat. Et même la question de l'organisation des élections dans les délais, ça ne se pose pas au premier mandat. Pourquoi? Seulement au second mandat. Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est une constitution des belligérants? Ça a été élaboré par les belligérants. Là, vous dites quoi en une phrase? C'est faux parce que déjà à Sun City, ok, toutes les forces vives de la nation étaient là, y compris l'opposition politique. Il semble même que la question du brassage de l'armée était l'initiative de l'opposition politique. Donc ça c'est déjà faux, c'est pas une question de belligérants. Je vais organiser une émission avec les professeurs Kabissa. Les Sénats et l'Assemblée nationale de la transition avaient travaillé sur la Constitution. Moi je connais le professeur Essambo. On a parlé plusieurs fois, il est parmi les rédacteurs de cette Constitution. Je ne voudrais même pas parler de Christian Lutudola, qui est l'une des figures de notre politique qui ont travaillé sur cette Constitution. Les délits, c'est ça. J'ai vu des propos qu'on a attribués à Cheikh Okitundu, qui faisait aussi partie. Non, il semble que on lui a attribué. C'est pas vrai. Cheikh Okitundu n'a pas tenu cette propos. Merci Philippe Kazadi. Sinon, au sujet du référendum, vous avez beaucoup parlé. Au sujet du référendum, on dit que c'est les gens qui sont contre, disent que ça consacre la balkanisation parce que la partie si le référendum se tient dans les conditions actuelles du pays ou des pays balkanisés, parce que ceux qui sont dans la partie occupée, les hors la loi, n'accepteront pas que les référendums se fassent là-bas. Alors là aussi, on peut donner aussi, on peut appuyer ceux qui disent que les élections ne doivent pas aussi s'organiser au moment où le pays est occupé. Je suis d'accord que donc il n'y aura pas élection, il n'y aura pas référendum. Je suis d'accord. C'est pourquoi il faut un dialogue. C'est pourquoi il faut un dialogue. Parce que le mandat politique est un contrat à durée déterminée. Il faut un dialogue. Il faut donc un dialogue. Comme la partie est occupée. Justement, comme une partie est occupée, on ne sait pas tenir les élections. Il faut donc un dialogue pour dégager une légitimité consensuelle de ceux qui vont diriger le pays. Alors je prends votre avis sur ça avant de prendre le deuxième sujet. Alors vous aussi, vous êtes d'accord, comme la partie est occupée, une partie est occupée, pas de dialogue et pas d'élection, pas de référendum. Non, madame, je suis tout à fait d'accord avec mon co-débatteur qui vient tout à l'heure là de vous démontrer que la question du changement de la Constitution, elle est inopportune, d'autant plus que notre pays traverse une crise sécuritaire. Et que si vous changez, si vous avez l'idée de changer la Constitution, ou soit vous voulez nous amener vers un référendum, cela va constituer les référendums d'autodétermination. Non, je pose ma question. Allez directement à ma question, mais on doit passer au deuxième sujet. Oui. Alors, non. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi avait prêté serment pour sécuriser le peuple congolais. Le président Tshisekedi avait prêté serment pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Lorsque vous lisez l'article 74 de la Constitution, vous allez voir son serment. Si le président de la République a failli dans sa mission, il ne peut pas voir comme argument de ne pas organiser les élections. Non. Là, c'est son échec. D'où le peuple congolais va tirer toutes les conséquences possibles. Mais voilà pourquoi, là où je les rejoins, lorsqu'il parle du dialogue. Donc, le dialogue reste une voie idoine pour que notre pays soit sur la bonne voie. Merci. Sans le dialogue, le pays ne sera pas en paix. C'est Nseka, qu'est-ce que vous en pensez? Occupation, vous avez compris quand même la question. Je pense que le Congo est notre bien en partage, notre héritage commun. Et que ce soit ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition, même le neutre, s'il en existe, ont tous conscience de la délicatesse de la question.
Notre pays connaît principalement un problème d'insécurité à l'Est et qui menace notre vivre ensemble, notre intégrité commune et puis qui freine notre développement. Prendre des mesures de manière hasardeuse risquerait d'avoir évidemment des conséquences néfastes quant à l'avenir de ce pays. Mais directement, je dis, même ceux qui sont au pouvoir, ils seraient, vous me passerez l'expression, tellement inconscients, ils ne verraient pas ce que Arnaud et Philippe sont en train de dire ici pour avancer sur cette route-là. Ça serait suicidaire. Ils porteraient en ce moment une grande responsabilité par rapport à l'avenir du pays. Nous avons tous la responsabilité, bien que nous ayons des points de vue divergents, mais de préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est le Congo. L'essentiel, c'est l'intégrité du territoire national. L'essentiel, c'est la dignité de ce pays et de son peuple. Donc, moi, je fais confiance à l'homme congolais, aux dirigeants congolais, parce que ils porteraient en ce moment-là la responsabilité face à l'histoire et les générations futures nous jugeraient par rapport à ça. Donc nous avons tous la responsabilité de participer à la réflexion et surtout la presse de tirer, d'avoir le courage de tirer la sonnette d'alarme. Moi je parle toujours comme journaliste, pas de cette presse qui suit toujours, pas cette presse qui sert de caisse à résonance, mais une presse qui sait prendre des distances, de réfléchir et de proposer. Et nous sommes pour cette presse-là. Voilà, merci Sernteka. Nous prenons le dernier sujet. Kinshasa et Kigali, je le disais au début, se sont accordés sur des mesures concrètes de désescalade de la violence au respect de l'accord de paix. Le Rwanda promet de désengagement progressif de ses troupes en RDC et la République démocratique du Congo a promis à son tour de neutraliser les FDLR. Cette question de neutraliser la session des FDLR, je reste avec Sernteka. Avec Sernteka, le président des FDLR, donc on sait un moment ici à Kinshasa, on disait que non, c'est pas là où il se trouve. Aujourd'hui, Kinshasa promet de neutraliser le FDLR et le Rwanda, désengagement progressif. Est-ce qu'on peut dire cette fois? Je suis fatigué de me répéter. Film note aussi tout à l'heure, on va les bailer, tout le monde fatigué. Collègue film à Charlot, collègue film, il y a Jackie Chan. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Washington? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Doha? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Nairobi, à Luanda, un peu partout? Mais c'est la même rhétorique qui revient. Le même discours. Madame Kouaïka Kwamba avait signé en premier. Le chef de l'État est allé ratifier. À Doha, il y a eu même un plan de désengagement dernièrement avec Lorenzo. Mais de qui se moque-t-on? Vous voulez que je dise quoi, madame? C'est pour la 40e fois, le Rwanda accepte qu'il y a des hommes ici, il va se désengager. Et pour la 40e fois, le gouvernement congolais accepte de démobiliser des FDLR qui se trouvent où? Je pose la question au gouvernement. Les FDLR se situent où? La personne qui va signer au nom de la République peut présenter la carte et nous dire que les FDLR sont ici. Alors on rentre comme si... c'est comme si on rentrait dans le bal des choses. On promet des choses qu'on n'est pas à mesure de le faire réellement. Si les FDLR sont encore là, ils seraient dans les 60-70 ans d'âge. Et vous pensez que des gens grabataires comme ça, qui seraient une force et qui menaceraient le Rwanda, là on est en train de faire le jeu du Rwanda. Encore une fois, on nous impose comme préalable quelque chose que nous ne pouvons pas apporter. Dites-moi le nom de 2 FDLR qui sont allés mettre le feu au Rwanda, amener l'insécurité au Rwanda. 2. Pas 3, 2. Alors, pourquoi on veut rester sur ce schéma-là qui ne mène à rien, qui n'aboutit à rien? On écoute, on attend. Cette fois-ci, peut-être ils vont apporter d'autres éléments que moi, je n'ai pas. Mais à mon niveau, je suis très dubitatif. Je trouve que c'est du temps perdu. Merci. Philippe Kazati. Ah bah, madame, sommes-nous en train d'entretenir la guerre ou quoi? Sommes-nous en train d'entretenir la guerre ou quoi?
Parce que nous caressons le Rwanda et même les États-Unis ou la communauté internationale dans le sens du poil. Apparemment, on signe, c'est que eux ils nous disent de signer. Je ne veux pas reposer les mêmes questions que mon aîné Serge, mais on est quand même en droit de se dire que ça ne fait plus sérieux. Combien de signatures et combien de fois ces deux dispositions incompatibles bloquent toujours l'exécution de tout ce qui a été signé? Parce qu'après Washington, qu'est-ce qui va arriver ici? Le Rwanda va dire la première des choses à faire, c'est la neutralisation des FDLR, qui n'existait pas. Et le gouvernement congolais va dire, c'est le retrait de troupes rwandaises qui sont là. On a signé aussi que les troupes rwandaises sont là pour, comment on appelle ça? Une force d'anticipation. Non, comme une légitime défense, quoi. C'est le Rwanda au Congo pour se protéger contre les attaques possibles des FDLR. C'est ce que Kagame avait dit. Et aujourd'hui, les partis où sont supposés se trouver les FDLR sont sous contrôle du Rwanda et de M23. Donc, même ces petits arguments-là, le Congo est incapable de présenter ça à la face du monde. À la limite, nous pouvons dire au Rwanda, comme ils sont dans la partie que vous contrôlez, on vous donne 5 mois, on vous donne 3 mois pour mettre fin au ménage de FDLR contre votre pays et sortir de chez nous. Ce serait plus simple. Si nous croyons que par la force on ne peut pas, ok, on ne parle pas d'un tel arrangement. Le Rwanda, tu occupes une partie du territoire, là où se trouve le FDLR, et nous, le Kinshasa n'a pas accès là-bas, nous t'accordons 5 mois pour que tu vides les prétextes, en fait, tu termines avec la situation de FDLR et ces prétextes soient vidés. Les Rwandais n'accepteront pas ça. Parce qu'il veut justement continuer à œuvrer dans notre pays impunément sous prétexte qu'il y a la FDLR. Et curieusement, nous aussi, naïvement, nous acceptons de temps en temps qu'il y a la FDLR. Ils sont où? Ils sont dans quelle province? Ils ont quel âge? C'est-à-dire qu'on a accepté dans les vides comme ça, on ne sait pas leur... Mais c'est de n'importe quoi. On va commencer. Quelle est l'action qui va être entamée en premier? La neutralisation des FDLR ou la sortie des troupes rwandaises? Naturellement, c'est la neutralisation des FDLR. Enfin, c'est eux qui constitueraient une menace contre le Rwanda, avant que le Rwanda puisse sortir. Mais comme le FDLR n'existait pas, donc le Rwanda continuera à occuper nos territoires. C'est ça la logique simple. Et après, on va se dire, non, on veut mettre fin à la guerre. Non, curieusement, je commence à craindre qu'on ne veut, on ne veut même pas aussi finir cette guerre. Harold Bombolo, on parle de désenclavement, de l'intégration des FDLR, mais la rébellion, le FCM23 n'a pas été évoqué. C'est-à-dire quoi? Même si on neutralise, la rébellion va d'office s'arrêter ou ça va se passer comment? Madame Gisèle, vous savez, sur cette question, on en a discuté longtemps. Avant même que les chefs de l'État puissent négocier et conclure l'accord de Washington. D'ailleurs, aussitôt signé, je l'avais dit que le chef de l'État est allé signer le certificat de décès de la nation congolaise. Mais ceux de l'Union sacrée doutaient. Mais au jour d'aujourd'hui, les faits me donnent raison. La neutralisation des FDLR devait un prétexte pour le Rwanda, en fait de ne pas respecter les accords tels que conclus à Washington. Et ce qui me fait mal, la RDC n'arrive pas à comprendre que la question de l'FDLR, c'est une question qui ne tient pas debout. Lorsque le président de la République est allé conclure cet accord, la question de la neutralisation de ces groupes-là FDLR en avait été débattue. C'est prévu dans l'accord. Mais la RDC était incapable de situer les lieux où se trouve le FDLR. Mais comment au jour d'aujourd'hui la RDC peut encore revenir sur ce qui a été signé et qu'elle-même était incapable de nous dire où se trouve exactement le FDLR? Mais peut-être qu'ils sont localisés. Mais... Non, comment localiser, madame? Le FDLR est localisé quand? Et ils sont où?
Mon co-débatteur vient de le dire ici. En principe, les zones ou la zone que les FDLR peuvent occuper, c'est une zone au jour d'aujourd'hui contrôlée par le Rwanda. Goma, Bukavu, c'est contrôlé par le Rwanda. Donc c'est comme si le président Tshisekedi est en train de nous dire que la RDC n'est pas agressée par le Rwanda. Le président Tshisekedi nous dit que la RDC, dans sa partie est, est calme. Le Rwanda est calme. Les Rwandais ne meurent pas. Ceux qui meurent, ce sont les Congolais. La RDC est incapable, avec sa superficie, d'amener la guerre au Rwanda. Mais tandis que le Rwanda, avec sa petite superficie de 28 000 quelques kilomètres carrés, nous a imposé la guerre et que nous sommes incapables de la terminer, madame. La solution congolaise ne proviendrait ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est nous-mêmes les Congolais qui sommes problème et aussi solution. Voilà pourquoi ici, nous réitérons notre appel à un dialogue national et inclusif afin de mettre fin qui va mettre fin à la guerre. Je vous dis oui parce qu'on en a connu, madame. Vous savez, chaque contexte des dialogues dans ces pays a toujours réglé les problèmes. Depuis 60 jusqu'à nos jours. Donc, le président Tshisekedi, avec ceux de l'Union sacrée, ne peuvent pas nous dire que non, les dialogues n'ont jamais réglé les problèmes. C'est faux. Si le président Tshisekedi est aujourd'hui au pouvoir, c'est suite au dialogue. Parce que les Congolais, certains Congolais qui avaient pris les armes, à un moment donné, avaient accepté d'abandonner les armes pour enfin intégrer la vie politique. Et c'est à l'issue de ça que nous avions connu les élections, ainsi que la Constitution, ainsi que les élections dans notre pays. Donc, au jour d'aujourd'hui, dire que neutraliser le FDLR, c'était prétexte du Rwanda. Et moi, je commence même à comprendre, c'est comme si président Tshisekedi et beaucoup sur tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Parce que si le président Tshisekedi n'a pas une mainmise sur Goma Bukavu, il ne peut pas aller encore à Washington. Parce que ça, c'est un certificat de décès. Donc, s'il part au dialogue, il doit seulement aller au dialogue. Ça, c'est la solution. Mais madame, s'il ne part pas, vous le soupçonnez. Dans cet accord, vous savez, lorsque le président Tshisekedi est allé négocier avec le Rwanda, nous, de l'Alliance pour le changement, nous n'étions pas d'accord. Nous, on avait dit que seul avec le Rwanda, on ne peut pas avoir la paix. Il faut que la RDC négocie avec tous ses 9 voisins. Parce qu'en droit international, les États sont des monstres froids. Aujourd'hui, le Rwanda est considéré comme notre ennemi. Demain, le Rwanda peut être notre ami. Et l'Angola, aujourd'hui, ami, peut devenir demain notre ennemi. Donc, il aurait fallu que la RDC prenne l'âme avec tous ses 9 voisins pour trouver la solution. D'autant plus que le président Tshisekedi avait choisi sa ligne diplomatique. Il est allé négocier avec le Rwanda. Où en sommes-nous aujourd'hui? Merci. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Philippe Kazadi. Je vais ajouter 30 non, secondes. Je voulais plutôt interpeller, parce qu'il y a une campagne qui passe actuellement sur les réseaux sociaux où on nous montre des gens, des faux kidnappings, quoi. Alors c'est comme pour nous dire qu'il n'y a pas de kidnapping qui c'est ça. Non, il y a des kidnappings. Arrêtez de badiner avec la vie des gens. Si il y en a qui portent les armes, qui se permettent de tuer au-dessus de tous, sans même porter des casques ou des masques pour se cacher, ils se permettent ça. Ces gens portent des armes, ceux qui sont à mesure de kidnapper. Il y a des enfants, des mineurs, des enfants de 5 ans, de 11 ans qui sont enlevés. Vous voulez nous faire croire franchement que même ces enfants-là simulent leur kidnapping. Donc il faut qu'on arrête de badiner avec la vie des gens. Les autorités, notamment les ministres de l'Intérieur, doivent prendre au sérieux cette question de kidnapping. Ça s'est fait à Kinshasa. Moi-même, j'ai vécu ça dans ma propre famille. Mon neveu a été enlevé. Et à la fin, 2 jours après, j'entends le conseil des ministres, on nous dit qu'il a été kidnappé. Enfin, ce ne sont que des rumeurs. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des faits avérés. Mettez-vous au travail et sécurisez le Congolais et le Kino. Merci. En un mot, pour terminer, je voudrais rappeler aux autorités, il y a un débat qui, en tout cas, survolté sur la place publique, que ceux qui ont la responsabilité de conduire ces débats puissent s'ouvrir, donner l'opportunité à la presse locale d'expliquer la situation à la population. Sinon, on penserait que vous préparez un chaos. Ces débats attisent beaucoup de passions et chers députés, chers ministres, chers leaders des partis politiques, et investissez de plateaux de télévision, de radio, de tous les médias pour expliquer l'essence de votre démarche parce que nous ne voulons pas rentrer dans les sous-entendus.
Nous ne voulons pas cette culture de présomption puisse prendre largement place dans notre société. Et n'attendez pas que France 24 vienne. On n'a rien contre, mais ça ne nous sert pas. Ça ne nous sert pas. Utilisez les médias de vos obédiences, mais dites-nous ce qu'il en est en réalité. On aimerait beaucoup en savoir. Et sinon, nous n'avons pas intérêt à épiloguer sur des choses que nous ne maîtrisons pas. Voilà. Merci Serge Tseka, merci Harold Bombolo, merci Philippe Kazadi, merci à vous fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Bon début du week-end, je vous retrouve lundi avec le même plaisir. Au revoir.